Après le projet forêt et protection de la nature, nous restons pratiquement dans le même domaine, cette fois-ci pour parler agriculture à travers le projet PARSA. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Amadou Oumar Ba, qui est le responsable de spécialiste en agriculture au niveau de la Banque mondiale, TTL, de ce projet. Et puis M. Kibangula Soyo Alfred, qui est le coordonnateur du même projet. Donc c'est lui qui gère au quotidien ces projets. Je suis heureux de reparler de ces projets parce que on a eu à en parler lors de sa gestation. On a participé un peu, on sait ça un peu. Là-dedans, quoi, M. Amadou, tout le plaisir est de vous retrouver. Mais parlez-nous aujourd'hui de l'actualité des PARSA, depuis la conception, l'attente de l'autorisation de Washington pour démarrer. Où est-ce que nous en sommes par rapport au projet PARSA? Okay. Merci à vous de nous donner cette opportunité. C'est aussi un plaisir pour moi de vous retrouver après un si long moment. Il est vrai qu'au début de la préparation du PARSA et jusqu'à sa mise en vigueur, on a eu quelquefois l'occasion de se retrouver et de faire le point de l'état d'avancement de la préparation du projet. Malheureusement, depuis sa mise en vigueur, je crois qu'il y a eu un peu le cordon qui s'est coupé. C'est donc très bon qu'on se retrouve et qu'on renoue. Ceci étant dit, comme vous le savez, ce projet a été approuvé au mois de mars 2010 et il est en vigueur. Il est effectif depuis le 31 décembre 2010. Le lancement de ce projet a eu lieu en janvier et février 2011, ce qui a donc consacré son démarrage effectif sur le terrain, avec aussi le recrutement du personnel du projet, notamment du coordonnateur qui a été recruté un peu avant la mise en vigueur du projet, plus le reste du personnel qui a suivi au fur et à mesure, ce qui a un peu expliqué partiellement le lent démarrage du projet. Vous savez que ce projet est mis en œuvre dans une des régions, je dirais, les plus délicates en termes de travail, en termes de voyage, de déplacement du projet, parce que la région, la province de l'Équateur est quand même connue pour son enclavement, un peu éloigné de Kinshasa, où il y a eu très peu de bailleurs de fonds qui ont été jusqu'à présent pour mettre en œuvre des projets. Nous avons été amenés donc à nous confronter à cette dure réalité. Il a fallu s'organiser en conséquence. Raison pour laquelle la première année du projet, c'est-à-dire l'année 2011, a été plutôt vraiment une année d'installation, d'ajustement des équipes du projet qui se sont déployées en 3 unités de districts différentes dans chacun des 3 districts d'intervention du projet, le nord Ubangui, le sud Ubangui et la Mongala, où il y a des unités de districts. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir contracter avec UNOPS qui a signé donc une convention ou un contrat avec de maîtrise de droit délégué avec l'État pour l'exécution de la composante 2 du projet qui est la composante infrastructure. Bon, donc ce projet a pour objectif réellement de ramener les producteurs dans la production, qui était perdue depuis très longtemps. Donc relancer la production agricole, augmenter la productivité des principales cultures vivrières qui sont pratiquées dans cette zone, que sont le manioc, le maïs, le riz, l'arachide, en développant davantage la filière semencière qui est en train d'être faite avec l'appui à l'INERA, qui est l'Institut de recherche agricole, mais également le CNACM, qui est l'institut au niveau du ministère qui est chargé de la certification, du contrôle de la certification des semences, mais également l'appui à tout un réseau d'agri-multiplicateurs. Voilà. Alors, avant de passer la parole au coordonnateur, avec les 3 territoires que vous avez sélectionnés, pensez-vous gagner quel défi si on voit le besoin en alimentation en République démocratique du Congo et la possibilité
de produire, ne prendre que, selon vos critères bien sûr, ces 3 territoires, vous pensez être à même d'atteindre de résultats significatifs? Absolument. Il y a 9 territoires dans le district. C'est 7 millions d'habitants. La province de l'Équateur, mais la province elle-même, les 3 districts ciblés, c'est dans les 6 millions d'habitants, ce qui est quand même environ 10% de la population de la République démocratique du Congo. Si on sait que la province de l'Équateur est l'une des plus pauvres en République démocratique du Congo, 71% des pauvres, la République compte 71% de pauvres, mais l'Équateur, c'est près de 94% de taux de pauvreté. Donc, en mettant en œuvre ce projet dans cette province, on vise naturellement à augmenter les revenus des plus pauvres, donc à les aider à s'en sortir. Ce qui fait que nous sommes sûrs, en mettant en œuvre ce projet et en s'attaquant à ces différentes filières agricoles, en reliant les productions, les zones de production au marché. Je le disais tout à l'heure, on a une forte composante infrastructure qui est donc là pour améliorer la connexion entre les marchés et les zones de production. On va aménager quelques zones de marché, aménager quelques centres de collecte et centres d'entreposage. Ça va augmenter naturellement le niveau de production, ça va augmenter les circuits de commercialisation et ça va contribuer certainement à améliorer le niveau de revenus. Monsieur le coordonnateur, exactement sur terrain, quelles sont les activités qui sont développées et avec qui travaillez-vous? Okay, merci. Les activités sur le terrain, nous avons d'abord, comme a dit le chargé de projet, nous avons les 3 unités décentralisées de projet. Donc à Lissala, à Guadolite provisoirement avant qu'on construise Mobile Bongo, et puis à Guémena. Alors ces unités travaillent, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du projet, le maître mot c'est la sous-traitance. En fait, les activités du projet sont réalisées par des prestataires privés et autres. Je veux dire par là, on appelle des agri-multiplicateurs. Pour la partie semences, ce sont eux qui produisent en fait à partir des semences de base de l'Inera Boketa dans le sud du Bangui, la R1 pour les différentes cultures énumérées tout à l'heure, pour les choses données en fait aux OP, aux organisations de producteurs. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, nous avons aussi pour toute la partie aussi élevage. Il se trouve que dans la mise en œuvre du projet, cette partie d'élevage, ce petit ruminant Ebola que nous devons développer, qu'une même maladie s'est interposée dans l'entretemps. Il s'agit en fait du PPR pour le petit ruminant et une maladie de Newcastle qu'on trouve assez régulièrement dans ce milieu, qui ont fait occasionné énormément de pertes, de l'ordre de 30 à 40% en fait du cheptel. Donc aujourd'hui, le projet est en train de s'organiser pour mener une campagne de vaccination de grande envergure dans cette zone-là, avant en fait de pouvoir, disons, injecter des géniteurs mâles, de petits ruminants, et en même temps, disons, d'amener à une bonne conduite d'élevage, d'alimentation pour augmenter toujours la productivité et, in fine, bien sûr, les revenus. Autre projet, donc, partie de l'UNOPS, qui est la partie des routes. C'est la même chose aussi. UNOPS n'exécute pas. UNOPS recourt aussi à des prestataires pour pouvoir exécuter, disons, tous ces travaux de réhabilitation routière. Il y a 2500 km de route. Donc cette année, on a déjà démarré sur certains axes prioritaires. Donc aujourd'hui, je crois, les dernières nouvelles, ces axes prioritaires, c'était à peu près plus de 90, près de 100 km en fait. On a à peu près 70 km qui sont déjà, disons, réalisés, et des ponts, des ouvrages d'art, une dizaine qui sont pratiquement en cours de finition. Et le gros va démarrer bientôt. Il faut souligner que cette activité a été un peu ralentie du fait, en fait, de processus de compensation. Parce que dans les directives de la Banque mondiale, lorsque vous avez des populations qui sont affectées par le projet, c'est-à-dire si les routes passent, il y a des arbres, l'emprise de la route, des arbres, des gaz, on va évaluer tant au niveau de l'impact environnemental que l'impact social. Et il se trouve qu'effectivement, il y a un impact social assez important. Et cette responsabilité-là de compensation revient au gouvernement congolais. Donc ça a pris un peu du temps, mais je crois que là, on a comme une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement congolais vient, disons, de verser les fonds nécessaires au projet, qui va nous permettre maintenant de passer en fait au règlement de cette compensation et booster maintenant
la partie de route qui doivent être réalisées cette année ici, à peu près 400, peut-être à 500 km. Qu'est-ce qui est effectivement cultivé là-bas et comment s'organise le circuit des distributions? Bon. Ce projet répond à quel besoin? Voilà. Alors, ce qui est cultivé, ce sont les cultures principales, parce que c'est là où, en fait, le gouvernement, en fait, le Congo rencontre énormément de difficultés pour l'approvisionnement de sa population. Donc, le manioc, le riz, le maïs, l'arachide. Ce sont les 4 principales. Donc, on met l'accent vraiment sur ces cultures-là. Donc, la première des choses, c'est le b.a.-ba de l'agriculture, c'est la semence. Il faut du matériel végétal de qualité. Et ça manquait énormément. C'est comme ça que le projet, dans le cadre de sa conception, on s'attaque essentiellement à cette partie. Cette partie-là, la filière sémencière commence par la recherche. C'est l'INERA. Et là-bas, c'est l'INERA Boketa qui est le point central, avec un petit point secondaire, peut-être vers l'INERA Bongabo. Et dans cette filière, vous trouvez des agri-multiplicateurs qui, eux, prennent maintenant ces semences de base, avec l'encadrement du projet, dans un système de subvention qui a été mis en place dans le cadre de la conception de ce projet, pour les encourager, parce qu'il faut dire que, comme on a souligné tout à l'heure, l'Équateur, en grande partie, n'a pas bénéficié, disons, d'intervention, disons, de bailleurs de fonds de façon significative. Donc c'est le plus gros projet, le PARSA, justement de l'agriculture, en termes de choses d'enveloppe, ça fait 120 millions de dollars de ce projet-là, c'est le tout premier, et même en Équateur. Donc c'est dire qu'il faut reprendre les choses pratiquement un peu à zéro. Il faut dire que c'était une situation aussi de post-conflit. Donc là, les agri-multiplicateurs, ça fait 2 ans que nous sommes en train de travailler avec eux, et nous commençons à avoir des résultats assez probants. Le rendement augmente de cette production. On est à peu près, aujourd'hui, on peut estimer à près de 20 000 ménages qui sont déjà commencés à toucher par le projet. Donc, automatiquement, la production également va en augmentant. Et on le constate aussi au niveau des marchés, dans les prix, ainsi de suite. In fine, les challenges, c'est quoi? À inonder les marchés de grandes villes ou d'abord travailler pour la province de l'Équateur? Bon, disons qu'il faut travailler sur les 2 tableaux. Il faut dire que l'Équateur, c'est une des zones aussi d'approvisionnement de Kinshasa. C'est le gros marché aussi, c'est Kinshasa. Il faut naturellement commencer déjà à approvisionner les marchés locaux qui sont Gemena, Guatolité, ainsi de suite, et même Bandaka. Parce qu'il faut dire aussi que le projet, dans sa conception, il a tous les accès au marché. Et quand on voit aussi ces marchés-là, on a dit c'est Kinshasa, et même ça remonte vers Kisangani. Et même au-delà de la frontière congolaise, on voit que des échanges avec la Centrafrique. Et là, aujourd'hui, effectivement, on commence à voir beaucoup, avec les routes qu'on commence un peu à réhabiliter, que ça augmente et même la subsistance même de la population commence à s'améliorer. Ce qui veut dire qu'on a fait une petite comme ça, enquête très rapide au niveau des prix. On a constaté que les prix sont restés stables et même tendance un petit peu à baisser dans certains endroits. C'est-à-dire qu'il y a un approvisionnement qui commence à être beaucoup plus important dans la province. Monsieur Amadou, le projet va s'étendre sur combien de temps? Et nous savons qu'il pèse 120 millions de dollars, mais sur combien de temps? Et par rapport à la banque, vous vous attendez à quel résultat? Voilà, le projet est programmé pour une durée de 5 ans à partir de sa mise en vigueur. Donc, il va jusqu'à décembre 2015. Ça veut dire qu'on a quand même encore 2 ans et demi de mise en œuvre du projet. En termes de résultats attendus, je vais reprendre justement là où il a terminé. Comme vous le savez, le projet vise l'Équateur. Et ceux qui sont concernés par le projet, c'est 103 000 ménages dans l'Équateur. Le projet vise 103 000 ménages que le projet vise à atteindre dans l'Équateur en termes d'augmentation de la productivité agricole des principales cultures, d'accessibilité au marché et aussi d'accès à des équipements qui permettent la transformation des produits. Donc une meilleure valorisation du produit pour le rendre encore plus valeureux sur les marchés agricoles. Donc le coordonnateur venait de dire qu'il y a aujourd'hui, selon les estimations qu'ils ont, environ 20 000 ménages qui sont atteints. C'est-à-dire qu'il faut encore multiplier ce chiffre au moins par 6 pour atteindre l'objectif du projet dans les 2 ans et demi à venir. Donc le travail qui reste à faire est encore énorme en termes de challenge. Deuxième élément également de challenge, c'est la progression par rapport à l'amélioration et à la réhabilitation des pistes de cette agricole. On vise 2500 km de pistes de cette agricole.
Donc au jour d'aujourd'hui, on en est à moins de 100 km déjà de réaliser. Mais avec la progression des études et des contrats qui sont actuellement signés et en cours de signature, nous savons que la vitesse de croisière ne va pas tarder à être atteinte. Donc sur ce plan-là, nous sommes assez optimistes que dans les 2 ans et demi à venir, on sera capable d'atteindre les 2500 km de piste. Donc ça, c'est les résultats physiques attendus. En même temps aussi que les marchés agricoles. Sur les 4 marchés programmés, un est déjà en cours de finition, celui de Assabé, mais également il y a des entrepôts qui vont permettre d'améliorer le conditionnement des produits agricoles qui vont être produits à travers l'appui du projet et dont le marché final, naturellement en termes de surproduction, c'est la ville de Kinshasa. Voilà, M. Kibangula, une note d'espoir peut-être de votre part. Demain, on peut espérer voir réduite l'importation des aliments de base qui inondent le marché de Kinshasa grâce à votre projet. Et le leadership de l'État congolais va en tout cas émerger dans ce domaine-là de l'agriculture. Oui, absolument. Ça, c'est indéniable. Je crois que tous les efforts que nous faisons avec l'accompagnement de chargés de projet, de l'équipe de la Banque mondiale, il faut aussi noter aussi de l'administration. Parce que dans le projet, la troisième composante, c'est aussi le renforcement de l'administration, puisque c'est elle, in fine, aussi qui va prendre le relais des projets. Et on est dans cet objectif-là. La preuve, c'est que même le projet par ça est logé au sein du secrétariat général du ministère de l'Agriculture. Nous travaillons en intelligence avec les fonctionnaires de l'État pour les renforcer. Ils nous aident aussi dans toutes les parties suivi évaluation et même pour les passations des marchés, nous travaillons avec eux. Donc c'est sûr qu'il y aura une réduction de toute façon de l'importation. En tout cas, le riz, on va en produire, le manioc, on va en produire, on va le transformer dans de bonnes conditions, les arachides aussi. Donc c'est une